Je vais demander à Monsieur Benjamin Debar, directeur commercial de Debar Automobile, de bien vouloir nous rejoindre sur scène. Merci beaucoup, Monsieur Debar. Alors, Monsieur Debar, voilà, qui est négociant, c'est une assez belle entreprise en très forte croissance et qui est appelée, mais vous le retrouverez d'ailleurs dans nos colonnes très prochainement, à connaître une croissance plus que vigoureuse, va-t-on dire. Toujours d'ailleurs, par contre, dans une zone de chalandise que vous privilégiez, que vous étendez avec mesure. Et j'appelle aussi Madame Alexandrine Breton à nous rejoindre sur scène. Il doit rester, voilà, un tabouret. Et j'ai aussi le plaisir d'appeler Emmanuel Taillarda à me rejoindre sur scène. Là, c'est davantage pour l'animation. Vous l'avez deviné. Tiens, tu as oublié ton micro. Et alors, je pense qu'il est inutile de présenter Emmanuel. En revanche, toi, tu es venu avec quelques petites données à mettre en avant en guise d'amuse-bouche pour cette table ronde. Voilà, c'est ça. Avec un micro qui marche, si possible, je ne sais pas. Hop. Tiens, on le met en attendant. Je vais l'allumer. Je pense qu'on va y arriver. Ça doit fonctionner maintenant. Je l'ai allumé, mais c'est un diesel. Tiens. Hop. Pardon. Donc c'est pour le diesel, c'est ça? Oui. Superbe. Oui, effectivement. Bonjour à toutes et à tous. Alors je vais me mettre de l'autre côté, comme ça on va équilibrer, sinon ça va pencher un moment. Dans le cadre des cahiers VO de l'Argus, donc tous les mois j'interviewe un panel de groupes de distribution, de marchands, de loueurs, courte et longue durée, d'enchéristes et d'infomédiaires Internet. Et donc, sans vous présenter une étude comme ça a déjà été le cas par le passé ou un sondage, entre guillemets, je vais simplement vous livrer quelques petites réflexions ou données que l'on peut récupérer donc auprès de ce panel en ce qui concerne le marché de l'occasion principalement. Je pense qu'Alexandre, on va peut-être aborder le sujet par l'occasion, même si le diesel concerne le neuf aussi, évidemment. Alors, un premier rappel d'ensemble. Le marché VO, il est très acyclique, c'est-à-dire que cette année, on en est à moins 1,9% d'immatriculation. Il y a 2 ans, c'était le cas. L'année dernière, il progressait de 1,8. Donc, on a un marché qui est très solide, aux alentours de 5,6 millions, 5,8 millions d'immatriculation VO, VP. Ça, c'est la première chose. En termes de rentabilité de l'activité VO globale chez les concessionnaires et les marchands, le panel est composé à 90% de généralistes chez les concessionnaires. On ne note pas de dégradation de l'activité en termes de rentabilité. Ça, c'est une première chose quand même qui est importante à rappeler. Un prix de vente moyen de 11 400 € hors taxe, une marge brute à 1 900 € à peu près, et une MBA VO ou un Dominette VO, ça veut dire à peu près la même chose, à 280 €, qui est un petit peu plus élevé que l'année dernière. Alors, de là, on va rentrer dans le détail. Parce que, en fait, la problématique du marché VO aujourd'hui, c'est qu'il est extrêmement sous pression des volumes de VN quasi neufs, des 0 km, et puis du phénomène du mois d'août, dont on a abondamment parlé tout à l'heure. On a aujourd'hui une mise en pression du marché, et je vais venir tout de suite au diesel, bien sûr, parce que les 0 km viennent impacter les prix de revente des buybacks, et principalement, on a une vraie problématique sur les VO récents. Aujourd'hui, cette typologie-là, elle est attaquée aujourd'hui. Alors, voici des chiffres. Donc, les diesels en volume, aujourd'hui, chez les marchands et chez les concessionnaires, ils représentent 2/3 de leurs ventes. Ils représentent 66% précisément des ventes. Ça colle exactement avec le chiffre qu'on a eu tout à l'heure. En termes de mise en annonce sur les principaux infomédiaires du marché, les 5 principaux infomédiaires, mise en annonce par les professionnels, c'est même 69% précisément. Voilà. Entre 68 et 70, on a une moyenne à 69. Donc on a là quand même une très forte pression du diesel sur le marché de l'occasion. Si on prend maintenant le top 10 des marchands B2B en France,
qui eux se fournissent auprès des, qui se fournissent en VO récents auprès de différentes sources, que ce soit constructeurs pour ceux qui vendent aux marchands ou distributeurs eux-mêmes, hein, concessionnaires eux-mêmes. Et si on prend les différences de cotes entre l'année dernière et cette année, entre septembre 2017 et septembre 2018, d'écart par rapport à la cote, voilà la précision. Les VO diesel récents, ils ont perdu entre 2 et 2,5 points de prix de revente par rapport à la cote. En essence, on monte dans une proportion inverse. Donc on a une appréciation des prix de vente des véhicules essence, 2,5 à 3 points de plus par rapport à la cote, donc sur la transaction des véhicules en essence. C'est ce que nous déclare notre panel. Donc ça fait quand même 5 à 5,5 points de différence sur une typologie de VO, encore une fois, récent, moins de 2 ans. Quand on interroge les loueurs de courte durée pour la partie des véhicules qu'ils achètent en risque et donc qu'ils revendent eux-mêmes, eh bien c'est strictement la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont une appréciation des véhicules essence et une dépréciation de 2 à 2,5% de leur VO, donc diesel. On en revient donc, on fait le lien avec ce que je disais il y a quelques minutes sur la pression des véhicules 0 km. Hein. Ils viennent aussi impacter effectivement ces prix, hein, voilà, et surtout sur le diesel. Si on prend maintenant les VO un peu plus anciens, à partir de 3-4 ans, ça c'est vraiment le cœur du marché, on disait 3 ans et demi tout à l'heure. Hein. Alors c'est à peu près la même chose, c'est la même tendance, mais plus faible. On perd 2 points en diesel, on gagne 1 point en essence. En revanche, ces VO se vendent moins vite. Donc en effet, les VO cœur de marché, 3 ans, 4 ans, jusqu'à 5 ans, ils prennent les 105 jours effectivement de délai de commercialisation. En revanche, effectivement, ce qui compte pour les buybacks, ce qui compte pour les VO récents, c'est de conserver la rotation. Donc, on préfère sacrifier, et ça c'est peut-être un peu volontariste de la part des acteurs, en effet, concessionnaires, marchands. Donc on n'a pas qu'un effet marché ou dévalorisation dans l'opinion publique, etc. On a un effet volontariste. On se dit, on privilégie la rotation, donc la trésorerie, d'où le témoignage de Philippe tout à l'heure, hein, pas de problème de trésorerie, mais j'imagine qu'il y a un effort qui est fait au niveau du prix malgré tout. Voilà. Donc voilà un petit peu pour dresser le paysage. On a, oui, un impact, mais sur le récent, c'est dû à une démarche volontariste de rotation. Et sur le plus ancien, là, oui, on a un vrai problème, mais plus petit, moins impactant. Voilà un petit peu pour les données, Alexandre. Alors, sachant que ça fonctionne, sachant que l'impact, par contre, il est manifeste dans l'état d'esprit de tous les clients, que ce soit des clients VN ou VO. Ça, vous me l'avez tous dit, que ce soit fondé ou non, c'est pas la question. Vous vous en rendez compte, les remontées réseau sont catégoriques sur ce point. Alors, comment vous appliquez, je dirais, à contrecarrer ça? Et ben, je vais me tourner vers vous, Benjamin Debar, puisqu'on ne vous a pas encore entendu. Et vous dites que là aussi, il existe un vrai distinguo, selon vous, les différentes agences que vous supervisez, selon que vous êtes en zone réellement urbaine ou non, la vision finalement du client n'est pas du tout la même. Exactement. Nous, on a 7 agences, donc 2, je dirais, urbaines purement, parce que Bordeaux et Toulouse donc, sont des grandes villes. On a également des agences dans des zones périurbaines, voire rurales, donc comme Montauban, Rodez et d'autres localités, où on s'aperçoit que dans les villes, dans les grandes villes, ben le ratio essence-diesel ressemble à toutes les études qu'on a pu voir depuis le début de la table ronde. Par contre, du côté rural, ben on s'aperçoit qu'aujourd'hui, le diesel reste très plébiscité par la demande. Et si vous voulez, même sur des segments qu'on n'imaginerait pas, tels que les véhicules compacts, voire citadines, eh bien, la primeur est encore au diesel sur les Clio, par exemple, sur les C3, sur des modèles qui seraient en ville, à Toulouse ou à Bordeaux, qu'on ne vend essentiellement qu'en essence. On s'aperçoit que dans des zones un peu plus reculées, qui font partie dans la carte des zones en rouge, et on s'aperçoit que là, la primeur est toujours au diesel pour ses vertus économiques et après pour l'utilisation également, quoi.
Bon, eh ben, c'est revenu. Est-ce que vous diriez que le diesel représente 2/3 de la demande, précisément, c'est ça, de 70%, enfin, Alors, quelque chose comme ça? Si vous voulez, nous, dans notre métier de négociant indépendant, donc pas rattaché à des marques, on a quelques avantages qui sont le fait de, si vous voulez, de pouvoir choisir au niveau de nos approvisionnements ce que l'on veut. Et il y a 2 ans qu'on a acheté, pour donner un chiffre rond, 1000 voitures, on a acheté 800 diesel. Aujourd'hui, on s'aperçoit que la tendance est largement inversée et qu'on sur 1000 voitures, on achète plutôt 700 essences. Pour répondre à votre question... Sur la partie négoce B2B? Non, B2C. Ah, B2C, d'accord. Ouais. Mais vous disiez la demande est quand même très forte en diesel, malgré tout? Et si vous voulez, sur les sites donc, périurbains ou ruraux que j'évoquais tout à l'heure, on s'aperçoit que là, le mix est de 60% diesel, 40% essence. Maintenant, sur les deux sites que nous avons dans des grandes villes, là, je rejoins ah oui. Très grande différence. Analyses, voilà. Et si vous voulez, c'est 70% essence peut-être et 30% diesel. D'accord. Alexandre? Peut-être que M. Pasquier-Desvignes veut réagir, sachant que vous avez aussi de l'hybride diesel dans votre gamme. Est-ce que... Oui. Mais là, ça passe bien. Il y a pas de... Alors, on observe 2 schémas. C'est une gamme non électrifiée, essence, qui est notre petite gamme du segment C, on est à 45%. Donc, ça veut dire qu'on était à 0 il y a 2 ans, et là, ça monte fort. Et ça gagne tous les ans. Et sur nos autres gammes, le jeu est un peu biaisé puisque nous offrons systématiquement de l'électrification sur de l'essence. Et là, on est à 50%. Donc c'est sûrement des ratios un peu différents. C'est que nous n'avons que de l'hybride rechargeable ou sur des motorisations essence. Mais là, ça a basculé très très vite. Le point aussi, grande ville bien entendu surpondérée. Et beaucoup plus qu'en province. Toutes les grandes villes surpondérées, province hors grande ville, on est dans des ratios plus du 20-80. Et d'ailleurs, vous, Lionel Frenschkeo, vous abordez la question par les segments, c'est-à-dire qu'il faut faire de la pédagogie, et c'est ce qui avait été évoqué d'ailleurs lors de l'étude de Thibault. On a fait des bêtises à certaines périodes, peu importe, on ne va pas juger rétrospectivement. Maintenant, il faut parfois être un peu insistant, courtoisement insistant auprès du client. Disons que on revient finalement à une utilisation normale du diesel. C'est aussi simple que ça, c'est que on a eu des moments donnés des segments A qui étaient diesel, ce qui est antinomique avec l'utilisation de ce type de produit. On voit aujourd'hui que sur le segment B, maintenant sur la citadine, un certain nombre de constructeurs, nous y compris, vont décider d'arrêter le diesel. Et c'est vrai qu'il faut avoir une analyse par segment et par canot. Puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, sur le canot des particuliers, la tendance est faite, en tout cas sur les plus petits segments. C'est encore pas le cas sur les CSUV ou au-delà, où il y a encore, je dirais, un gros volume de voitures diesel qui sont vendues aujourd'hui. Quand je parle du B2B, le B2B, même si notamment nos amis de longue durée aimeraient bien avoir une bascule plus rapide entre le diesel et l'essence, dans les faits aujourd'hui, quand on a une courbe durée kilométrage à 3 ans, 90 000 km, techniquement aujourd'hui il n'y a rien de mieux qu'un diesel. Donc c'est-à-dire que ces clients-là continuent à acheter du diesel. Donc il faut avoir une analyse un peu plus fine, mais il est aussi vrai qu'on a de grosses différenciations d'un point de vue géographique. Typiquement quand on s'approche de la région parisienne, compte tenu des différentes annonces, que ce soit de Paris Intramuros ou du Grand Paris, du bruit, de beaucoup de bruit qu'il y a autour de tout ça, même si on parle de choses pour 2024, etc. C'est vrai qu'on a aussi cette cassure, on va dire, entre les grands centres urbains et la France un peu plus rurale ou les petites agglomérations. Quel est le mix de vos ventes chez Hyundai, diesel et reste? Parce que vous avez tout le mix énergétique aujourd'hui. Globalement, on a moins de 30% de nos ventes au total qui sont diesel. Moins de 30% diesel. Mais il y a plusieurs éléments. C'est-à-dire que d'abord aujourd'hui, sur le segment A et B, je ne fais plus de diesel du tout. C'est déjà un premier élément. Et le segment B, c'est le plus gros segment du marché français. C'est mon plus gros volume de vente, l'I20. Ensuite, parce que ma part de vente en B2B est plus faible que la moyenne du marché, ce qui veut dire que je fais beaucoup plus de particuliers que la moyenne du marché, donc ça a aussi une influence sur mon mix de vente. Ensuite, j'ai aujourd'hui au catalogue des véhicules hybrides rechargeables, électriques, et qui, depuis septembre, représentent à peu près 20% de mes commandes. Donc ça veut dire que tout ça amène un taux de diesel dans les ventes de Hyundai qui est plutôt plus faible que
que la moyenne du marché. Je dirais, en dehors de Tucson, qu'on vend majoritairement en diesel aujourd'hui, toutes mes autres lignes de produits maintenant sont majoritairement essence. Même question pour vous, Nicolas Roland, et puis ensuite à Yves Pasquier-Desvignes, donc la part de votre mix en diesel et son évolution. Alors, son évolution, forcément, on l'a tous constaté, il y a eu un démixage. Ça fait même un moment, je crois que PSA était le premier à s'en rendre compte. C'était il y a au moins 3 ans. Probablement. En fait, je pense que si on fait un tout petit peu... on va pas réécrire l'histoire, mais on a beaucoup parlé du Dieselgate, alors sans intention polémique, hein, bien entendu, mais comme justification du démixage diesel vers l'essence. Or, c'était avant. Exactement. Alors, je pense que le Dieselgate n'a fait qu'accélérer et a trouvé un écho aussi au travers des médias de la pollution autre que la pollution automobile qui s'accroît dans les grandes agglomérations. Donc ça n'a fait que aligner les planètes pour dire qu'il fallait faire quelque chose. Et on juge aujourd'hui que le diesel est une des causes du mal. Néanmoins, effectivement, au sein du groupe PSA, on avait constaté déjà une tendance au démixage du diesel vers l'essence. Quand a eu lieu la balance, c'est-à-dire la date exacte, enfin exacte, pas au jour près, hein. Il me semble que c'était 2016 chez PSA, ou 2015 même. Peut-être même avant. 50% des IMAT passaient en essence. C'est cela. Alors, c'est en partie dû à ce que nous avons fait, et que d'autres constructeurs ont fait, bien entendu, c'est le downsizing. C'est-à-dire qu'en termes de technologie, hein, moi je suis un homme produit avant tout, et marché, mais si on regarde le produit, on a beaucoup plus fait de progrès technologiques sur la consommation pour les moteurs essence. Pour les moteurs diesel, on a beaucoup dépollué ces dernières années. Par contre, sur les motorisations essence, on a quand même beaucoup fait de progrès en termes de consommation, ce qui a rendu peut-être plus envisageable pour un client d'acheter un moteur essence quand on est passé, nous et d'autres d'ailleurs, sur des versions 3 cylindres, tout en permettant d'avoir un agrément avec des turbos qui permettait aux clients d'avoir un usage tout à fait mixte en ville ou trajet plus long. On a remis l'essence dans un bench, un panier d'achat possible. Voilà. C'est pas seulement le diesel bashing, c'est l'essence séduction. Voilà, et on l'a constaté sur certains modèles, par exemple l'ancienne berline C4, on a introduit un moteur 3 cylindres 130 chevaux turbo en avril 2014 de mémoire, et en un an de temps, notre part d'essence, qui était assez réduite, hein, bien évidemment, est passée d'un chiffre, un nombre à 2 chiffres, pardon. Alors qu'avant on était à 9%, on est passé à 15, 25 et puis ainsi de suite. Bon. Donc aujourd'hui, le constat, c'est bien entendu un ratio de diesel qui a fortement diminué. Alors j'ai pas le chiffre exact en tête, on doit être autour des 40-45%. En termes d'immatriculation, en tout cas sur le marché global, c'est 39,5% des IMAT en diesel en octobre. En octobre, que sur le VP. On rebat encore un record vers le bas. C'est ça. Alors, aujourd'hui, nous n'avons pas encore sur les modèles majeurs de notre mix de versions électrifiées ou plug-in hybrides. Oui, mais ça va venir. Hein, ça va venir. Mais bien évidemment, peut-être que la tendance qu'on peut voir aujourd'hui chez d'autres constructeurs, nous allons nous-mêmes la constater dans les mois et l'année à venir avec l'introduction de véhicules plug-in hybrides ou électriques. Et on rappelle que Citroën, pardon Alexandre, hein, plus 14,7% sur le mois d'octobre d'immatriculation, 10,8 points de pénétration marché et plus 5,1, ça y est, c'est reparti dans le bon sens. Hein, voilà. Ceci dit en passant. Chez Volvo, Yves Pasquier-Desvignes, donc, chez vous, vous avez dépassé le 1% du marché en octobre, allègrement, 1,05, plus 22,2. La part du mix en diesel ? Alors, ce qui est intéressant dans la comparaison entre ce que Lionel fait avec sa marque et de notre côté, où au contraire on est à 72% en marché professionnel. Et marché professionnel, s'ils peuvent avoir un peu de stabilité et de lisibilité fiscale, dans la mesure où nous proposons des voitures qui sont neutres en TVS, il y a un choix professionnel, un choix fiscal qui est fait, et c'est ça qui nous fait monter sur nos 2 grosses gammes à 50%.
puisque nous sommes essence hybride rechargeable. Donc voilà, c'est un impact important. Et là aussi, je rejoins le point de Lionel, nous devons refaire de la pédagogie diesel pour éviter que les gros rouleurs ne se satisfassent juste de cet impact de la fiscalité, parce que très vite, ça devient un désastre pour eux. S'ils sont des rouleurs qui font 40 000 ou 50 000 km par an, alors leur équation économique ne marche pas. Au début, on s'est laissé faire parce que le marché nous appelait. On a vite corrigé le tir en disant attention, il y a une insatisfaction qui apparaît. Donc on revient à essayer de, entre guillemets, rediéseliser en fonction de la loi du marché et de l'utilisation. Donc voilà, c'est 50-50 aujourd'hui sur 60 et 90 qui sont nos grosses gammes, 45% sur une plus petite gamme. C'est aussi ce que vous dites, Monsieur Dugardin, et vous ajoutez que d'ailleurs pour le moment, tout ça n'a pas eu une incidence très très significative sur vos différentes activités VO. Enfin, en l'occurrence, nous on est provincial. Certes, très urbain. Vous insistez sur ce point d'ailleurs. On est oui, on est provincial. Voire frontalier. Hein, et justement, c'est un autre aspect. On est frontalier. Donc déjà, l'impact du prix du carburant chez nous, il est moindre, puisque on peut aller se ravitailler de l'autre côté de la frontière sans aucune pénalité, avec des prix de carburant qui sont assez percutants d'ailleurs, puisque, enfin, vous savez pas, mais en Belgique, l'essence aujourd'hui est moins chère que le diesel. Il y a 15 centimes d'écart. Entre du 95 et du diesel, il y a 15, à ce matin, il y avait 15 centimes d'écart en tout cas. C'est un pays de cocagne. C'est un pays, oui, pour les constructeurs aussi, je pense, non ? Je vois. Toujours est-il que, oui, sur le marché du VO, aujourd'hui, on n'a pas de répercussions flagrantes en disant diesel, pas diesel. On a effectivement une volonté, on a une demande, on a une volonté des clients de dire, voilà, je vais acheter un diesel. Mais parfois, on n'a absolument rien à leur proposer. Aujourd'hui, dans les marques premium ou dans les marques ou dans les SUV premium, on a vendu très peu d'essence. Il s'est vendu très peu d'essence en France. Et le client qui arrive en disant, je voudrais, je prends un exemple, un Evoque essence. Aujourd'hui, on n'a pas d'offre. On en a vendu quoi 5%. C'est là où on fait le lien entre le neuf dont on parlait à l'instant et l'occasion. C'est que ça détermine le mix. Absolument. Avec un petit retard. Absolument. Sachant que dans le neuf, il y a hybride et hybride. Enfin, moi, le mild hybride, pour moi, c'est pas un hybride. Soyons clairs. Hybride, c'est quelque chose qui embarque des batteries, qui a un minimum d'autonomie en électrique. Et le vrai hybride, c'est le plug-in, ce qu'a développé Volvo, ce qu'a développé aussi Hyundai. Hyundai a une offre très complète. Hein, donc, voilà. Donc, et en neuf, on a des phénomènes qui sont très paradoxaux. Enfin, je prends l'exemple de Hyundai, le Kona, qui est un véhicule relativement récent, qui est proposé sur 3 types de motorisation, puisqu'on a l'électrique, du diesel et de l'essence. On fait quand même quelques Hyundai, on a vendu 2 diesels. Donc on ne vend pas de diesel, mais on a vendu beaucoup plus d'électrique. Donc on est sur une gamme, aujourd'hui on vend plus de Kona électrique que de Kona diesel. Je ne sais pas si c'est le cas au national, hein, mais... C'est impressionnant ça. C'est-à-dire qu'avant de venir, je me dis, je vais quand même regarder, enfin, aller un peu plus loin dans les chiffres, et c'est flagrant, quoi. Et je dirais même que l'électrique aujourd'hui, ce qui nous empêche d'en vendre, c'est la production. C'est-à-dire que si on avait des capacités de production qui étaient plus importantes, on vendrait plus d'électrique. Donc ce n'est pas un problème de demande, c'est vraiment un problème de pouvoir subvenir à cette demande. Êtes-vous capable en tant que distributeur de vous séparer du diesel ? Puisque vous nous dites là... Il y a un autre impact pour nous, c'est après faire tourner nos ateliers. Aujourd'hui, vendre de l'électrique, c'est très très bien, mais on sait qu'il va y avoir un impact fort sur nos ateliers, puisque l'entretien est relativement restreint. Donc après, on peut prier ou pas pour des problèmes de garantie, mais enfin, il ne faut pas trop c'est du mauvais business. Tirer sur l'ambulance. Oui, non, c'est une plaisanterie. Hein. Mais globalement, il va falloir qu'on repense aussi à cette stratégie-là en termes d'atelier, puisque aujourd'hui, on a le diesel. Aujourd'hui, l'entretien sur un diesel, il est plus important au final qu'un moteur essence. Et sur l'électrique, j'en parle même pas. Mais les 2 premières études ont montré, en convergeant énormément, que vous avez le temps finalement de vous adapter, puisqu'avec l'effet de résilience du parc, en après-vente, vous allez continuer à intervenir effectivement sur des véhicules diesel. Gérer ou gouverner, c'est prévoir. Donc il faut quand même qu'on soit vigilant là-dessus. Et de toute façon, tout est en train de bouger pour nous en tant que distributeur.
le technique, le mode de distribution, le mode après-vente, les services de mobilité. Enfin, on est dans une espèce de bouillon là, et nous, au milieu, on essaie de nager. Donc, on va s'adapter. Christophe Morel. Alors, c'est vrai qu'il est bon ton de faire du carbashing ou l'apologie du véhicule électrique. Je pense que et l'un et l'autre est un peu exagéré. Alors ici, on n'a pas de chapelle en particulier. Mais je ne dis pas ça parce que vous en auriez une. Mais si on regarde bien ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les pouvoirs publics et les acteurs de la distribution et de la construction d'automobiles, y compris du recyclage, ont signé un contrat stratégique de filière automobile en mai 2018 dans lequel figure une totale neutralité de la technologie. On n'efface pas, en tout cas, on n'écarte pas une technologie qui pourrait permettre de passer le cut, excusez-moi l'expression golfique, mais le cut concernant la vertu écologique, c'est-à-dire le CO2 et le NOx. Aucune technologie n'est écartée, y compris le diesel. On sait, vous l'avez entendu tout à l'heure, que les 10 ans qui viennent seront de toute manière une décennie de thermique encore. Parce qu'un véhicule hybride, il est essence et électrique. Donc c'est un moteur thermique. Et un petit peu diesel de temps en temps. Voilà. Donc aujourd'hui, en tout cas à horizon 2030, c'est la lecture au CNPA qu'on essaye d'avoir, c'est que les 10 ans qui viennent, ils seront toujours thermiques avec effectivement une montée en puissance rapide de technologies challengeantes, y compris donc l'électrique, mais on parle aussi d'hydrogène. On a des représentants de marques ici qui peuvent en parler, mais qui vont faire certainement leur apparition dans les 5-6 ans qui viennent, mais qui viendront challenger l'électrique. Mais aujourd'hui, clairement, et on se satisfait un peu au CNPA que depuis 15 jours, une vingtaine de jours, on réentend des hommes politiques dire écoutez, oui, un véhicule diesel, il est éligible à la prime à la conversion. Et oui, quand vous achetez un véhicule diesel et que neuf ou récent Euro 6B et que vous le changez pour un vieux essence ou vieux diesel, vous êtes éligible à la prime à 1 000 €. Et si vous ne payez pas d'impôt, vous avez 2 000 €. Hein. Donc aujourd'hui, c'est ça la réalité. On peut descendre jusqu'à 2011 voilà. Pour exactement. la prime mais conversion. C'est, je dirais aujourd'hui, la réalité de ce qui se passe. Alors, je voudrais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur le marché du VO. Comment se fait-il que le VO diesel résiste autant finalement dans un monde où Parce que c'est ça, on a dit autant de mal, il a beaucoup de mérite le moteur diesel finalement, absolument. Ce vieux moteur diesel. Mais aujourd'hui il a du mérite tout simplement parce qu'il est soutenu par la prime à la conversion. J'imagine que s'il n'y avait pas la prime à la conversion qui soutient finalement un moteur vertueux en CO2, dont le moteur diesel vertueux en CO2, il faut quand même appeler un chat un chat, donc bénéficie de cet accompagnement, et c'est tant mieux. Parce qu'aujourd'hui, si on envoie un message aux consommateurs que leur voiture, elle ne vaut rien, ou pas grand-chose, on va donc s'écarter des objectifs de tous, qui est de dire on change un véhicule non vertueux pour un véhicule vertueux, et un consommateur perdu pour perdu, y compris à Lozère ou à Paris ou ailleurs, il dira je la garde. Et puis, alors celui de Paris il sera avantagé parce qu'il pourra prendre le transport en commun, alors que celui qui est dans une zone rurale, il continuera à prendre son véhicule diesel. Je voudrais revenir aussi sur ce que vous avez dit en préambule à l'étude. Excusez-moi, je vais être bavard, mais j'en profite. Je suis un peu circonspect quant votre opposition entre et la caricature du diesel que vous avez pu faire en début de présentation, et notamment quand on oppose la ville à la campagne. Et notamment, si vous voulez, le fait qu'on dise que effectivement les gens qui ont peu de revenus, peu de revenus, on caricature le diesel, le caricature le diesel avec pauvre, si vous voulez. Donc, c'est pas une question de pauvre ou pas pauvre. On peut dire est-ce qu'on est plus pauvre à Paris ou en zone rurale. Là, c'est un vaste débat et je crois qu'on n'est pas sûr du résultat. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, en zone rurale, on n'a pas le choix. Et que, rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, on achetait un véhicule diesel parce que c'était plus économique, parce que ça consommait moins et qu'on payait moins cher à la pompe. Et puis en plus, c'était plus cher qu'un véhicule essence. C'était des gens riches qui achetaient des diesel. Ou les gens qui faisaient beaucoup d'efforts pour acheter des véhicules diesel. Est-ce que tout le monde n'a pas raison par hasard? Parce que tout le monde a raison, parce qu'il y a les gros rouleurs aussi qui ont besoin du diesel, riches ou pas riches. Voilà. Je crois que notre devoir, à nous, en tout cas qui avons des responsabilités dans nos métiers, c'est qu'on puisse, en tout cas, essayer d'amener de la raison. Et je crains, moi, de la crainte qu'on peut avoir dans la distribution automobile,
comme de la réparation. C'est que les effets trop clivants, si vous voulez, les effets de manche trop importants ou des grands coups de barre à droite ou à gauche, donc à un moment donné, si vous voulez, se retournent contre nous. On l'a vécu avec les primes, rappelez-vous, les primes, les mises à la casse, etc., où on avait accéléré, voilà, et puis après, 3 ans après, c'était la misère. Hein. Après, il a fallu... donc, la prime conversion a l'air de provoquer moins d'effets de bord. Hein, exactement, moins. Parce qu'elle est destinée véritablement, là, pour le coup, pour le consommateur, pour l'inciter à changer. Et si on en vient au taux de rotation, là, il y a un effet manifeste, par contre, hein, les taux de rotation sur les véhicules diesel s'allongent. Alexandrine Breton, peut-être que vous voulez dire un mot, parce que vous êtes d'abord au contact de nombre de distributeurs, et puis il y a la data du groupe qui vous permet d'avoir des indicateurs, comme l'étude de Thibault le mettait en avant. Les distributeurs, comme mon voisin de droite, disent quelque chose, et je pense qu'il n'est pas le seul à penser ça. Les clients sont perdus quand même. Vous voyez bien, on est tous déjà en tant que professionnels, en tant que connaisseurs, avec des données, avec de l'historique, avec évidemment le souvenir de ce qui s'est passé précédemment. On y perd un peu son latin. Si on est aujourd'hui, choisir une nouvelle voiture, c'est compliqué. Et peut-être que dans les concessions, finalement, les commerciaux ne posent pas assez de questions sur l'usage, puisque au fond, selon l'usage, c'est l'usage qui fait l'achat de la voiture. Donc aujourd'hui, on voit les délais s'allonger. Et moi, je crois que le consommateur, enfin je pense que le consommateur lambda, il ne sait pas quoi acheter, il ne sait plus quoi penser, et il est dans la situation qu'a décrit Christophe, qui est j'attends au fond. Elle marche encore, tant qu'elle marche, je l'utilise. Et puis le jour où elle... Pardon Alexandre, sur le VN comme sur le VO, cette incertitude globale, est-ce que c'est sur les deux marchés ? Je pense que c'est global, moi. Je crois. Enfin, je vois les chiffres. Je vois les chiffres des délais de détention qui s'allongent, de l'âge moyen du parc qui s'allonge. Et donc, on peut penser... il y avait une troisième carte, là, vous l'avez vu, sur l'âge. Bon, l'âge, il est élevé. Et donc, les gens, d'abord, ça coûte de l'argent d'acheter une voiture, c'est un vrai investissement. Et dans cette espèce de ramdam médiatique, entre les gilets jaunes, entre le CO2, les NOx et les interdictions, les gens, ils sont perdus. On n'a pas parlé d'un truc essentiel. Pour moi, ce sont les utilitaires. Voilà, les utilitaires, 98% du parc en diesel. Qu'est-ce qui va se passer avec ça? Qu'est-ce qui va se passer dans les grandes villes? Les utilitaires sont les propos. C'est la globalement tradition française des exemptions, je pense qu'il va. Voilà, non mais bon, qu'est-ce que vous allez faire? Des Kangoo, des partenaires, des berlingots, de tous ces artisans qui se promènent dans des voitures pas plus grandes que la moyenne française de la citadine et qui sont en diesel. Alors qu'est-ce qu'on en dit du côté de la distribution? Monsieur Morel et Monsieur Dugardin, côté utilitaire. Là aussi, le consommateur, pour le coup, un véhicule utilitaire est assez rationnel. Il regarde. C'est un artisan. Voilà, il regarde le coût kilométrique, absolument. Il regarde son coût de revient. Et aujourd'hui, quand on roule beaucoup et qu'on a des choses à transporter, on continue à privilégier le diesel parce qu'on peut récupérer la TVA sur le gasoil, parce qu'on peut récupérer la TVA à 100% sur le véhicule, et que la fiscalité aujourd'hui, elle favorise effectivement le fait de pouvoir acquérir ce type-là de véhicule pour un artisan, en tout cas ou un professionnel, en tout cas soumis à TVA. Donc aujourd'hui, et puis j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour autant, est-ce qu'un véhicule utilitaire léger neuf diesel, il n'est vraiment pas vertueux au regard du CO2? Pas sûr. Je vous invite à... Très vertueux, au contraire. Monsieur Roland, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je complète par rapport à ce qui vient d'être dit. Sur les véhicules utilitaires, la réflexion, on peut légitimement se poser la question de l'avenir du diesel. Mais quand vous êtes un artisan, vous achetez un fourgon de 9 ou 10 mètres cubes de 3,5 tonnages. Pour l'instant, c'est du diesel. L'offre essence n'existe pas. Et quand bien même elle existerait... ça n'a pas de sens. Et vous avez besoin de quoi quand vous êtes un professionnel? Vous avez besoin de couple pour tracter. La masse tractable, si on faisait des utilitaires essence, elle serait ridicule. Donc l'alternative, éventuellement, ça peut être l'électrification, des fourgons électriques. Des constructeurs comme Renault, par exemple, l'ont déjà fait.
Et le fourgon, pour le moment, reste diesel et restera diesel dans les médias, d'autant que si on parle du café, si on introduit en plus cette notion-là dans le débat, le café sur le véhicule utilitaire léger est largement moins contraignant, pour l'instant à l'horizon 2020, largement moins contraignant que sur le VP. Il faudrait préciser café. Parce qu'ils ne vont pas rouler au café, non, c'est autre chose. Le café ? Oui, dites-nous. Alors moi je suis personnellement un grand amateur de café, mais le CAFE, c'est le Corporate Average Fuel Economy. Tout le monde ne sait pas forcément, il faut expliquer non, en deux mots. Alors je vais vous expliquer ce que moi j'en ai compris. D'accord. Est-ce que ce n'est pas moi Il va déjà y avoir une évaporation. Non, mais ça montre bien à quel point c'est éminemment complexe. Donc, moi, je digère tout ce que je peux entendre, comprendre, lire, et puis je le retraduis pour notre réseau, nos forces commerciales, les équipes internes. Nous sommes des professionnels de l'automobile. Je travaille avec énormément de gens, et j'ai l'impression de me mettre sur play depuis quelques mois pour répéter la même chose. Alors j'espère que je ne répète pas de bêtises. Le café, donc c'est l'abréviation d'un anglicisme, donc Corporate Average Fuel Economy. C'est une sorte d'indicateur que l'Europe s'est donné depuis 2015, qui permet de piloter le CO2 moyen que les constructeurs qui commercialisent des véhicules sur le marché européen émettent. Donc chacun moyenné par le poids de la masse des véhicules qu'ils commercialisent. Et puis tout ça, ça fait un ensemble avec un CO2 moyen qui est piloté dans le temps. On est parti en 2015 avec un café qui était sur le VP à 130 grammes de kilomètre. 130 grammes par kilomètre, pardon, de CO2. En France ? En France. Et en plus, c'est passé relativement inaperçu parce que tous les constructeurs, globalement, étaient déjà peu ou prou à l'objectif. Donc ça a été fait de manière relativement indolore. En 2020, sur la base des immatriculations qui auront été faites en 2020, le seuil est en moyenne fixé à 95 grammes par kilomètre. Besoin du diesel, absolument. Alors c'est là toute la schizophrénie dans laquelle nous sommes, bien entendu. Je pense que tout le monde autour de la table sera d'accord avec ça. Mais donc d'une part, de l'hybride rechargeable. On passe en 5 ans d'un seuil qui était à 130 grammes, tout à fait atteignable avec les technologies que nous avons, à un seuil à 95 grammes qui nécessite une rupture technologique qui est plus ou moins engagée, mais qui ce sera peut-être pas suffisante, cette rupture technologique. Bien sûr, je parle de l'électrification, électrique, plug-in hybride, ou éventuellement hydrogène, mais c'est encore marginal sur le marché. Mais il va falloir continuer à vendre du diesel. Pardon, Emmanuel. Ça fait pas le café, là. Pardon, Emmanuel, mais je vais revenir à des choses un peu plus prosaïques avant la transition énergétique, parce que le temps nous est compté et certains de nos intervenants de surcroît ont des impératifs inaliénables, et notamment vous, Monsieur Debar, et d'un point de vue très prosaïque, dans le business, vous m'avez dit que vous aviez un peu revu, par contre, vos prix de reprise, et que selon que c'était diesel ou essence, vous appliquiez plus lui, et même, c'est pas des barèmes, etc., mais que c'était plus la même chose qu'il y a encore quelques mois. Oui, alors si vous voulez, nous on s'est aperçu que, comme d'autres je suppose, que si vous voulez, le taux de rotation, on va y venir après, des véhicules essence est très nettement inférieur au taux de rotation des véhicules diesel. Donc on a essayé d'adapter à notre petit niveau, si vous voulez, les prix de reprise. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que sur un véhicule essence, on va s'orienter aux alentours de la cote Argus, qui est notre étalon. Je n'allais pas dire autre chose aujourd'hui, de toute façon. mais si vous voulez... Notre maître étalon. On va s'orienter aux alentours de la cote Argus, alors que pour un véhicule diesel, on va être, comme beaucoup de concessionnaires, au moins 15 moins les frais, classique et en vigueur depuis longtemps. Mais bon, on remarque vraiment qu'au niveau des véhicules essence, voilà, on est prêt à s'emballer sur des reprises, car on sait qu'on va bien les revendre et que la demande est très forte et très vite, et surtout très vite. Donc si vous voulez, ça c'est très clivant là, depuis 1 à 2 ans. Autre chose, je voulais revenir sur ce que M. Roland a dit et qui n'a pas été évoqué depuis le début de la table ronde et qui pour moi est très important, c'est que vous avez parlé de couple. Mais il est très fréquent de voir aujourd'hui des véhicules essence qu'on reprend avec 2000, 3000 km parce que les gens achètent de l'essence et se rendent compte après coup qu'ils n'ont pas les agréments de conduite, ils n'ont pas hormis, je mets à part la consommation, le côté économique du diesel, mais il y a aussi la notion de couple, et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, pour retrouver le couple que vous allez avoir dans un 100 chevaux diesel, il y a du 110, même un 110 chevaux essence ne vaut pas le coup. Je parle pour vos moteurs chez PSA par exemple, mais pour d'autres aussi.
Non, c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Mais un Blue HDI 100 aujourd'hui est bien micro. plus coupleux qu'un PureTech 110. Et si vous voulez, il est très fréquent, nous on le voit souvent, des gens qui nous achètent un véhicule essence et qui 2 mois plus tard repoussent la porte du garage. Ça, c'est vrai. En nous disant, il faut me le changer, je reprends un diesel. On est content, ça nous fait 2 ventes pour une, mais si vous voulez, c'est à noter parce que c'est aujourd'hui... Continuez à ne rien dire, hein, surtout. Nicolas Roland. Oui, je complète. Je pense qu'il est vrai chez nous et bien évidemment vrai aussi pour les autres. On ne va pas faire de cette table ronde une vitrine pour notre marque. Néanmoins, ce que l'on peut peut-être aussi se dire et qui va bénéficier aux ventes de diesel, peut-être, c'est mon côté optimiste, c'est que ceux qui ont acheté il y a quelques années des véhicules essence sur des segments de marché ou sur des modèles qui jusqu'à maintenant étaient, jusqu'à l'heure du moins, étaient vendus en diesel. Après 2 ans, 3 ans d'usage, peut-être ils ont constaté un agrément un tout petit peu en retrait, mais peut-être et sûrement ils vont constater qu'à la pompe, les moteurs essence continuent de consommer plus que le diesel. Donc même si le coût du carburant, bien entendu, va s'aligner, il y a toujours à la fin la valeur absolue. Un véhicule diesel consomme moins de carburant et en plus, du coup, puisque c'est lié, émet moins de CO2. Lionel, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je pense en fait, encore une fois, cette logique de pédagogie et de ramener la technologie à l'usage, c'est ça la clé en fait du sujet. Il ne faut pas se battre contre les moulins à vent. Il y a des gens pour qui le diesel n'est pas adapté, il faut qu'ils arrêtent d'acheter du diesel purement et simplement. En revanche, encore une fois, il y a des gens pour qui économiquement ça a du sens. Et ces gens-là, ils continueront à acheter du diesel, sauf si on leur met un flingue sur la tempe en disant c'est interdit, vous n'avez plus le droit. Et à ce moment-là, c'est le seul moyen. Mais ça aura de nouveau un impact économique pour eux. Donc, ils mettront peut-être un gilet jaune et ils iront dans la rue. Mais toujours est-il qu'il y a des gens pour qui l'électrique n'est pas du tout adapté. Et dans les projections qu'on nous a montrées, le volume total du marché électrique, en fonction de si on est optimiste ou pas, c'est 10, c'est 20. Bon, il semblerait que l'Europe nous ait mis des contraintes au-delà de celle-là, mais quoi qu'il en soit, l'électrique n'est pas adapté à tout le monde de la même manière que le diesel ne l'est pas, et adapté en revanche pour les VU évidemment, parce qu'on a l'impression quand on parle VU zéro émission que finalement tous les VU font que le dernier kilomètre. Sauf que non, les VU ne font pas que le dernier kilomètre, donc des VU à batterie, c'est sûr que pour partir d'un centre logistique autour de Paris et livrer intramuros, c'est probablement très adapté. Les petits fourgons qui font du colis toute la journée et qui font des milliers de kilomètres tous les mois, c'est impossible, c'est structurellement impossible. Et économiquement, les mettre à l'essence, c'est pas possible non plus. Donc c'est le vrai sujet. Et donc encore une fois, le travail là, des réseaux est important, d'être capable d'avoir une analyse fine des besoins du client, de ses attentes, et d'être capable de proposer un diesel quand c'est nécessaire et d'autres technologies quand elles sont disponibles. Et pour conclure, je vais faire un peu mon jésuite. Il y a d'un côté beaucoup de gens qui disent ça change pas énormément. Et puis par exemple, Monsieur Dugardin, vous m'aviez dit lors de la préparation que vous réfléchissiez à l'échelle du groupe à vous engager sur certains buybacks maintenant ou à reporter un peu ce port de risque. Et puis par rapport à la transition énergétique, tout le monde s'emballe en disant bah, ça y est, l'effet pivot a eu lieu. Et puis au bout de 20 minutes, 30 minutes de discussion, on ressort le bon vieux diesel, mais ça va revenir, vous inquiétez pas. Alors je vais vous donner à peu près 1 minute à chacun pour faire la synthèse. Et puis peut-être pour certains constructeurs, je vais vous voler votre punchline, Lionel French-Kao, puisque vous l'aviez eu. Vous, la transition énergétique, vous l'avez déjà dans vos showrooms. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, on a fait depuis quelques mois maintenant à peu près 20% de nos commandes avec des voitures électrifiées. Et vous allez jusqu'au fuel cell en plus, quand même. On va effectivement de l'hybride, du mild, qui n'est pas vraiment un hybride, à l'hybride et jusqu'à effectivement la pile à combustible. Donc il y a une demande aujourd'hui qui existe, mais c'est toujours, je veux dire, que 20%. Enfin, je veux dire, il faut pas... 20%, c'est peu et c'est beaucoup à la fois. C'est vrai que le marché est plutôt à 6 aujourd'hui, mais le marché il est plus limité par l'offre réellement que par la demande. Il faut être aussi honnête. Mais c'est pas parce qu'il y a 20% de voitures électrifiées aujourd'hui vendues par mois et 6 sur le marché et que demain il y en aura peut-être 10, 15 ou 20 ou 40, parce que c'est à peu près les projections. Mais ça veut dire que si c'est l'hybride, c'est toujours du thermique. Il y a du thermique, il y aura aussi du diesel, sauf qu'effectivement, on va revenir à des usages sur cette technologie-là, parce que c'est la thématique, plus en ligne. En tout cas, une part qui sera plus en ligne à l'usage que c'était le cas précédemment, où même sur des petits rouleurs, sur des petites voitures, on avait du diesel parce que c'était de bon ton, parce que et que la fiscalité a poussé à ça, hein, quoi qu'il en soit, puisque depuis 2008, on favorise les émissions de CO2 comme étant la référence, et que le diesel, en tout cas pour cette référence-là, est ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Et je vais demander à Benjamin Debar, puis à Yves Pasquier-Lévin d'intervenir, et vous pourrez ensuite vous éclipser discrètement, parce que je sais que vous avez tous les deux des impératifs.
Oui, alors vous me demandez de réagir sur quoi? Sur l'horizon, sur qu'est-ce que... Sur les deux. Est-ce que voilà, d'un côté on dit ça a des conséquences et puis après on dit non, pas tant que ça, ou quand même on réfléchit, quand j'évoquais ce que m'avait dit M. Dugardin, à des choix qui ne sont pas neutres dans la conduite d'affaires. Et puis effectivement sur un shift énergétique qui, on se dit ça y est, il a lieu, même s'il est modeste, et puis après on refait marche arrière. Dans l'occasion, c'est très différent que pour le neuf déjà, je pense. Alors nous, on ne fait pas de neuf. Je ne veux pas m'attirer les foudres de certains collègues. On fait du 0 km ou du kilomètre 10. On ne fait pas de neuf. Oui, ce qui est très différent malgré tout. Hein. Il faut reconnaître, une voiture, ça s'use très vite. Hein. Je vous assure. Donc si vous voulez, nous voilà. Aujourd'hui, on est opportuniste et notre métier le veut. Si vous voulez, nous, on réagit à la demande. Donc on achète. On a des inconvénients. On n'a pas des primes de fin d'année. On n'a pas à la fin de l'année. C'est le repas de Noël, mais si vous voulez, on n'a pas le constructeur qui vient nous donner des primes. Comme vous devez être malheureux. On n'a pas de portage de stock, mais par contre, le côté positif de notre métier, si vous voulez, c'est qu'on n'a pas de mix imposé, on n'a pas de modèle imposé, on achète les marques que l'on veut ou que l'on nous propose. Et si vous voulez, nous, on réagit purement et simplement à la demande. Donc aujourd'hui, nous, on va là où le vent nous porte et là où la demande nous fait aller, quoi. Donc si vous voulez, au jour d'aujourd'hui, le mix est inversé chez nous, mais je ne pense pas qu'on est vraiment représentatif du marché global français, parce que comme je vous l'ai dit, on a 2 garages dans des villes, le reste c'est dans des zones plutôt périurbaines. Donc si vous voulez, au jour d'aujourd'hui, la personne qui rentre qui veut un diesel, on lui vend un diesel. Celui qui veut une essence, on lui vend une essence, on est nullement imposé à vendre l'un ou l'autre. Donc vous êtes adapté entre le prix d'achat et le prix de vente sur le diesel, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Exactement. Très bien. Monsieur Pasquier-Desvignes. Je crois que le virage est pris et qu'on va, l'étude le montre, on va vers de l'électrification au sens large avec tous les termes. Il y a un point qui est important pour moi, c'est le rôle que les constructeurs peuvent jouer, que la profession peut jouer, c'est d'accompagner ce mouvement. C'est-à-dire que si on le laisse faire, il va partir en vrac, le politique va prendre des décisions, l'acheteur va prendre une autre décision et la distribution va prendre une 3e décision et tout ça ne marchera pas. Des petits points sur lesquels on peut intervenir, ce sont l'accompagnement des valeurs résiduelles. C'est un chantier qu'on n'a pas très bien suivi en tant que constructeur, en tout cas les plus petits. Et si on laisse faire, alors le marché va s'organiser tout seul, où des spécialistes vont dicter les VR, d'essence ou de diesel ou de plug-in. Et ça veut dire qu'il y a un risque, c'est qu'automatiquement il y a un massacre des VR diesel et un petit surenchérissement des diesels. Ce qu'on a vu, c'est que dès qu'on travaille main dans la main avec ceux qui font les cotes ou les leasers, qui ont un travail de fond, eh bien le diesel ne se dégrade pas aussi vite qu'il ne le voudrait. Ça dépend des volumétries aussi qui vont ressortir dans 36-48 mois, mais ça peut s'accompagner et qu'il y a un travail énorme qui peut être fait sur les valeurs résiduelles des essences qui ont été sous-cotées, c'était marginal, donc elles n'avaient pas leur vraie valeur. Et on a le droit et on a le pouvoir de discuter pour les mettre à un niveau sérieux, pour accompagner cette transition, sinon ça va être du n'importe quoi immédiatement. Mais alors, les dégâts dans 36 ou 48 mois vont être lourds à gérer parce que les retours de marché vont être un peu violents. Donc voilà, je pense que, et en techno, et en éducation du consommateur, pour ne pas le laisser tout décider ou tout faire, même dans les grandes villes où la municipalité de Paris propose ses bannissements ou ses étiquettes, eh bien on a un devoir d'éducation de nos clients en disant que ce n'est pas forcément ça la panacée compte tenu de l'usage. Et les VR, le travail sur les VR est un travail fondamental parce que c'est défini le marché d'aujourd'hui, mais celui de demain, et on va éviter d'être mort dans 36 mois avec ce qui va revenir dans nos réseaux ou chez les leasers qui sont nos gros clients. Monsieur Roland. Et on peut peut-être libérer nos 2 interlocuteurs. Oui, c'est ce que je disais, je voulais vous remercier. Vous m'excuserez auprès des Suédois, d'ailleurs, Monsieur Pasquier-Desvignes. Monsieur Debar, à très bientôt. Et pour l'ensemble de l'Assemblée, sachez que vous retrouverez des sujets sur le groupe Debar très prochainement dans nos colonnes et sur des perspectives de développement très importantes. Merci, messieurs. Merci beaucoup. Monsieur Roland. Nicolas Roland, justement, parce que ça permet de faire le lien avec ce que vient de dire Monsieur Pasquier-Desvignes, il faut accompagner par un travail sur les VR, effectivement, l'évolution du diesel. Mais je crois savoir que chez PSA, vous l'avez déjà fait, et ça fait aussi 3 ans de ça.
Alors, ce n'est pas mon domaine d'expertise, donc je peux pas non plus. Je vous ai appris un truc. Voilà, mais si, je le sais. Nous travaillons sur en continu avec nos équipes internes, bien entendu, pour piloter nos niveaux de VR, pour garantir un bon remarketing. J'ai peut-être un peu orienté votre conclusion. Oui, pardon, peut-être, mais je reviendrai à la question initiale tout à l'heure. Donc, bien entendu, la VR, c'est indispensable. Ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que les VR des diesels ne sont peut-être pas en train de s'effriter aussi vite que ce qu'on aurait pu penser il y a encore 6 mois, 1 an. On avait des scénarios un peu pessimistes que non, pour le moment du moins, on ne constate pas. Donc l'accompagnement, bien sûr, ça fait partie aussi du travail que l'on doit faire pour que les véhicules diesel soient repris à une bonne valeur, à leur vraie valeur, et que ce ne soit pas teinté de crainte sur l'utilisation future du diesel dans nos grandes agglomérations, par exemple, qui aujourd'hui commence à nous parler de restrictions de circulation. Et vous, Monsieur Dugardin, je vais vous demander aussi un mot de conclusion, et puis on va aller juste... On a le temps long, on a le temps court, il faut gérer les deux. Oui, alors pour le temps long, effectivement, je pense qu'il appartient à chacun de réfléchir à ses engagements hors bilan, et notamment sur les buybacks que l'on fait nous-mêmes concernant véhicules diesel, essence, etc. Enfin, moi, j'avoue que je viens de donner une directive là, cette semaine en disant que sur une marque généraliste, je ne veux plus faire de buyback diesel. Je pense que c'est trop dangereux pour l'instant. Je laisse ça aux maisons de crédit qui peuvent s'engager si elles veulent s'engager. Et mes vendeurs choisissent à ce moment-là un mode de financement qui fait que nous ne fassions pas nous le buyback. A contrario, et aujourd'hui, je milite avec plusieurs de mes collègues, notamment chez Jaguar, pour valoriser les valeurs de buyback du I-Pace, par exemple. Parce que c'est un véhicule électrique, on se demande, on le prend avec des pincettes, il y a des batteries, il n'y a pas de location de batterie sur un I-Pace. Je ne vois pas pourquoi le Prévar est suivant. Je le dis, et je le dis sciemment, bien entouré que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas normal. Donc, on doit être capable, nous, en tant que distributeurs, de s'adapter. Et c'est le grand mot qu'il faut avoir en tête. Aujourd'hui, il faut qu'on agisse et pas qu'on réagisse, et qu'on soit capable de s'adapter à l'ensemble de ces mouvances de marché, diesel, pas de diesel, électrification, etc., 100% partiel. Nous devons être vigilants. Nous sommes ceux qui connaissent le mieux le marché, puisque les clients, le marché, on l'a tous les jours dans nos showrooms. Avec effectivement des réactions parfois exacerbées des clients qui veulent absolument rouler en diesel alors qu'ils n'en ont pas besoin, ou inversement, qui font 60 000 par an et qui veulent acheter de l'électrique. Je les ai. Je l'ai vu. J'en ai livré un. Je me suis défaussé. Je lui ai dit, c'est pas un bon choix. 60 000 par an en électrique, c'est pas normal aujourd'hui. Donc il faut que nous soyons, nous sommes les baromètres du marché vis-à-vis des constructeurs. On doit travailler ensemble et surtout, nous, on doit s'adapter. Voilà. Alexandrine Breton, notamment sur les valeurs résiduelles, puisque le groupe Argus est bien positionné. Je ne vais pas y aller sur les valeurs résiduelles. Je vais y aller sur les chiffres, juste les chiffres du marché. Est-ce que la transition énergétique a eu lieu? Depuis plusieurs mois, les ventes de VN sont à 40% en diesel, 1% en électrique, 6% en hybride et le reste en essence. On vient de plus de 70% en diesel. Et ces données sont stables dans le temps. Enfin, en tout cas, c'est au moins ces 18 derniers mois. Et 40% de ventes en diesel, c'est à peu près ce qu'on voit dans d'autres pays d'Europe. Dans d'autres pays et depuis longtemps. Et depuis longtemps. Donc moi, je pose juste la question. Je me demande si on n'a pas atteint un palier, en tout cas, et que sans intervention des pouvoirs publics, est-ce que ça n'est pas durable, au fond, ce palier? Voilà, c'est juste ça ce que j'ai à dire. C'est la décroissance durable du diesel. Monsieur Morel. Ma conclusion est que, clairement, il faut pouvoir clarifier la communication sur le diesel, qui est aujourd'hui pas à l'image, en tout cas. C'est pas une réalité. On n'est pas à la réalité, si vous voulez. Donc ça va nous rattraper. J'avais un prof d'économie qui me disait on ne prend pas l'économie, sinon elle te le reprend.
Je crois que là, on a un sentiment, si vous voulez, dans la profession qu'on a basculé trop loin. Il va falloir avoir un discours de vérité là-dessus. Ensuite, les actions qui sont amenées pour rendre le parc plus vertueux, au CNP, on en a ciblé 2 essentiels. Il y a une qu'il faudrait effectivement peut-être, s'il y avait à flécher des moyens, c'est sur le véhicule utilitaire léger, puisqu'on sait que 10% du parc contribue à 40% de la pollution, et sur les Euro 1 et à Euro 4, clairement là, pouvoir continuer l'effort pour transformer le parc avec toutes les possibilités de motorisation possibles. L'éventail, on le sait aujourd'hui, c'est électrique, hybride, thermique, qu'il soit essence ou diesel, et à chaque utilisation, et là les réseaux de distribution ont leur rôle à jouer pour orienter les clients à la meilleure utilisation. Voilà. Écoutez, merci beaucoup messieurs, merci beaucoup Madame Breton, et puis je crois qu'on peut les applaudir. Merci beaucoup aussi Emmanuel. Merci à tous.